Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct, ce live aujourd'hui. Il me semble que ça fait un bout de temps, ça fait un mois en fait que j'ai pas été en direct avec vous sur la page, mais il me semble que ça fait longtemps, probablement parce qu'il s'est passé plein de choses ce mois-ci pour Nathalie Allaitement. Alors, je vais quand même me présenter, je vais commencer par là, ça va donner le temps à tout le monde d'arriver. Mon nom est Nathalie Albertini, je suis la créatrice de Nathalie Allaitement. Alors, Nathalie, qu'est-ce que c'est? Nathalie Allaitement, c'est un espace de soutien en allaitement maternel, soutien personnalisé, donc visite à domicile et tout pour le Grand Montréal. Moi, je suis au Québec, donc je travaille dans mon coin. Et puis, plus largement, c'est aussi un espace de soutien via les cours en ligne, via des formations et du matériel pédagogique que je vais transmettre en ce moment beaucoup par Zoom. On fait tout ça, mais j'ai aussi des cours vidéo, donc du matériel vraiment pour outiller les soignants qui travaillent, qui interviennent auprès des familles en postnatal. Et puis, évidemment, les parents. Alors, j'ai toutes sortes de cours vidéo ou programmes de formation en ligne pour euh, en prénatal, disons, pour les futurs parents, ou alors des cours aussi qui vont outiller les nouveaux parents au fur et à mesure dans leur projet d'allaitement. Donc, c'est vraiment ça ma mission, faire en sorte que les projets d'allaitement soient un peu plus faciles, un peu plus heureux, un peu plus conscients. Et puis, voilà, j'ai une approche, bien sûr, j'essaye en tout cas d'avoir une approche bienveillante, ouverte. Donc, on parle d'allaitement maternel, mais c'est pas ici pour mettre la pression à quelqu'un. C'est toujours dans un souci de vraiment donner des outils puis du soutien aux personnes qui souhaitent aller plus loin ou trouver des solutions à leurs défis. Bonjour Aurélie. Aurélie, ma fidèle, très fidèle suiveuse. Merci pour cette loyauté. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors, je vois que quelques personnes se connectent. Donc, aujourd'hui, j'avais prévu une petite chemise rouge un peu kitsch des années 60 pour avoir l'air un peu de mon party de Noël, mais en fait, il fait un peu humide chez moi et même si j'ai monté le chauffage, j'avais besoin de plutôt un chandail un peu de chaud. Alors, tant pis pour l'allure de Noël, mais le sujet, j'ai pas pu m'empêcher de penser que ce serait à propos à cause du temps des fêtes. Même si nous, au Québec, on va pas vraiment avoir de réunion familiale, pour ainsi dire. Euh, il reste que on a des contacts avec les gens qui nous entourent, avec nos amis, avec nos voisins, avec notre famille, évidemment, qui interviennent dans notre vie. Et quand on devient parent, c'est ça. C'est pas, l'ai-je dit, le sujet, le titre de notre live aujourd'hui, c'est survivre, survivre aux critiques constantes sur ton allaitement. Donc, j'avais envie de décortiquer un peu ça parce que c'est sûr que au-delà de l'allaitement, en fait, les conseils non sollicités et les critiques, justement, les remises en question, peuvent, selon les familles, selon les personnes, devenir quand même assez pénibles, assez envahissants. Et puis, ça vient souvent miner la confiance des jeunes mamans. Alors, je dis des jeunes mamans parce que des fois, quand on devient une vieille maman ou une multimaman, au bout du deuxième enfant, du troisième et plus, eh bien, non seulement on vieillit, donc on lâche prise sur beaucoup de soucis, disons, de performance ou de répondre, disons, à la pression sociale ou à ce que les autres attendent de nous. Quand on mature, généralement, on arrive plus facilement à désamorcer un peu ça, puis à s'en foutre, en fait. Donc, généralement, des mamans plus vieilles vont avoir un petit peu plus de confiance en elles-mêmes pour ne pas se laisser intimider, démonter par des remarques ou des conseils un peu déplacés sur leur parentalité, sur leur façon de prendre soin de leur enfant et puis sur leur allaitement. Alors, en allaitement, c'est particulièrement sensible parce que c'est quand même un geste, un choix qui est assez intime. Ça nous porte à avoir un lien avec notre enfant qui, c'est pas obligatoire d'être fusionnel, mais ça reste que c'est quand même quelque chose d'assez impliquant où on va être dans un duo. Et puis, je suis désolée pour les papas, mais les papas le savent en fait, cette chose-là, que l'allaitement, c'est vraiment une espèce de fusion entre bébé et maman. Et même si eux, ils sont participatifs, ils sont essentiels parfois pour notre soutien, pour vraiment protéger aussi l'allaitement, il reste que c'est vraiment une relation particulière
qui se développe en fait entre la maman et son bébé. Et puis, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir exclus et pour qui ça va être menaçant. Donc, un petit peu comme toutes les choses de la maternité, du parentage, on va chercher finalement à s'introduire dans une bulle là où il n'y a pas vraiment lieu d'y être, surtout au tout début de la vie. Je veux dire, c'est très bon pour l'enfant d'avoir d'autres relations que la relation avec sa mère. C'est vraiment enrichissant pour le développement de l'enfant et on le sait. Et dès le plus jeune âge, d'avoir des contacts avec des gens signifiants pour lui et pour sa mère, ça va être une bonne chose pour la construction et le développement de ce bébé-là. Mais il reste que dans la relation d'accueil, en fait, l'accueil du bébé et le fait de le nourrir, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est une continuité de la grossesse. Alors, pendant la grossesse, les gens, des fois, viennent vous donner des conseils et vous dire quoi faire et ne pas faire, même manger, ne pas manger, etc. Parce que c'est déjà une manière d'intervenir dans cette relation qui est fusionnelle et puis de questionner, de remettre en cause le fait que vous soyez aussi fusionnel. Pourtant, quand on est enceinte, ben, il n'y a pas d'autre choix que de laisser le bébé dans le ventre de la maman puis de faire confiance au corps de cette mère qui puis, en fait, en premier lieu, pour la mère elle-même, de faire en sorte de protéger le développement du bébé. C'est-à-dire que votre corps sait quoi faire, il lui fournit tout ce qu'il a besoin, et puis la nature de cette grossesse et l'équilibre, comment dire, tout ce qu'il faut va se faire pour que le fœtus se développe. En fait, vous le savez, je l'ai dit souvent dans mes autres présentations, dans mes lives, j'en parle souvent de cette immaturité que le nouveau-né va avoir en arrivant. Eh bien, euh, il n'est pas terminé. Il naît, il vient au monde, il arrive, mais le nouveau-né, il est vraiment pas mature. Ses systèmes sont instables, puis vraiment immatures, et ça va lui prendre plusieurs semaines à, je dis souvent, télécharger en fait toutes les exécutifs qu'il va avoir besoin pour sa digestion, sa respiration, son système sanguin, son système immunitaire, bien sûr, qui part de zéro. Enfin, vous voyez, tous ces systèmes-là sont tout neufs et en général, ils ont besoin d'un petit temps de mise en route et de stabilisation. Alors, le bébé a énormément besoin des bras, il a besoin du pot à pot, il a besoin d'être réchauffé, d'être stabilisé à tous les niveaux. Ah, voilà Mounira qui se joint. Bonjour Mounira, bienvenue. Donc, le bébé a vraiment besoin de cet accueil et de cette proximité pour tout stabiliser. Puis évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des bébés qui vont arriver plus équipés que d'autres pour maturer plus rapidement. Mais plus le bébé va avoir des expériences de proximité, d'allaitement à la demande, plus la mère va continuer à répondre à ses besoins d'une manière spécifique, unique, par rapport vraiment aux besoins uniques de ce bébé-là. Alors ça, c'est très important parce que parfois, notre bébé naît, euh, il tète souvent, par exemple, et si une mère a une idée d'imposer un rythme des tétés très rapidement pour faire en sorte que, je ne sais pas, que ça l'arrange ou que c'est une manière pour elle de contrôler les choses et de se sentir bien, ça peut imposer un rythme qui n'est pas celui de l'enfant par rapport à ses besoins de maturation, de développement, etc. Et ce bébé-là, ben, il va se retrouver finalement dans un rythme qui n'est pas le sien. Alors, est-ce qu'il va prendre du poids adéquatement? Je sais qu'on parle toujours du poids, les soignants vous inquiètent toujours avec ça, mais c'est quand même un indice important de savoir si le bébé profite ou pas, par exemple, de l'allaitement, puis de se développer correctement aussi dans les premières semaines. Alors, ce bébé ne va pas prendre du poids, il va être agité, vous allez rencontrer des difficultés en allaitement, peut-être des problèmes de production, etc. Alors, vous voyez que déjà, si vous avez une idée particulière d'imposer quelque chose au bébé pendant les premières semaines, vous risquez de défaire cette espèce de continuité où le bébé, en naissant, il a besoin de continuer à se développer selon ses besoins spécifiques. Parfois, la mère produit suffisamment de lait pour nourrir l'enfant, mais il faut que le bébé aille au sein régulièrement, très souvent, pour arriver à obtenir le lait qu'il a besoin. Est-ce que lui, il a des difficultés à téter facilement? Ben, c'est une drôle de phrase. Disons qu'il a pas d'aptitude pour être très habile à obtenir son lait, donc il va téter très souvent. Peut-être que la capacité de stockage des seins, elle est réduite au minimum. Alors, ça veut dire que vos seins fabriquent du lait, mais il faut qu'ils se remplissent souvent
pour que le bébé arrive à obtenir assez de lait. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des raisons différentes pour lesquelles un bébé va se comporter de téter très souvent ou de dormir peu, etc. Bon, tous les éléments, c'est sûr que je ne peux pas aller à fond dans tous les concepts que je viens de dire, mais vous pouvez aller écouter les capsules vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube. Vous allez intégrer quelques concepts là que je viens de parler. Donc ça, c'est la mise en contexte des premières semaines, hein, disons des relevailles du mois d'or, les 6 premières semaines, hein, période sensible, introduction, mise en route de l'allaitement. Alors, on est dans un espace où le bébé est immature, vous avez compris. Il a besoin d'être accueilli, il a besoin d'être allaité à la demande. Et là, tout à coup, il y a des gens qui vont commencer à questionner le rythme du bébé ou à questionner votre façon de faire du pot à pot, par exemple. Alors, il faut comprendre que la plupart des gens qui vont vous faire ces remarques, bon, souvent, justement, ils sont proches de vous et c'est ça le problème. C'est maman, c'est belle-maman, c'est votre sœur qui a déjà eu des enfants puis qui les a élevés peut-être, qui les a nourris au biberon alors qu'il ne comprend pas pourquoi le bébé est toujours dans vos bras, toujours collé sur vous, peut-être souvent ou des choses comme ça. Ben c'est certain que les gens qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas élevé leurs enfants comme ça, ne comprennent pas cette proximité parce que euh, eux, ils n'ont pas vécu une expérience d'accueil physiologique aussi, puis de mise en route physiologique par rapport à l'allaitement. Donc, c'est très important, ces personnes-là, si elles sont proches de vous, si elles sont signifiantes aussi pour vous, parce que c'est sûr que quand c'est notre propre mère ou notre propre sœur qui vient tout le temps comme questionner ou donner des pics à propos de votre façon de prendre soin de l'enfant ou de l'accueillir, euh, ben ça fait mal. Hein? On accumule comme des frustrations de dire j'arrive pas à t'expliquer pourquoi, mais oui, pour moi c'est différent, puis je pense que c'est bon pour l'enfant. Et c'est sûr que parfois l'autre génération, la génération précédente, ben, c'est des parents à qui on a enseigné que trop porter l'enfant, le faire dormir dans les bras ou l'endormir au sein, ça allait créer des mauvaises habitudes chez l'enfant, qui aurait de la difficulté pour cet enfant-là ensuite à dormir tout seul, à s'organiser, à se recentrer ou à être bien sans vous, sans vos bras. Mais sachez que c'est pas du tout physiologique. Puis généralement, euh, ça va aussi dans une culture plus vaste où on a appris, on a enseigné aux gens qu'il fallait pas dormir avec leur enfant, que les biberons étaient certainement plus faciles à gérer. Donc, il y avait tout un marketing hein, autour de la culture des préparations commerciales pour les nourrissons. Et ça a été très, très fort. Hein? Ben, c'était à la même époque où on avait des publicités à la télévision ou dans la rue à propos des cigarettes, si vous vous souvenez, hein, des années 70, 80, même 90. Il y avait énormément de publicité pour les préparations commerciales et les médecins étaient encouragés à fournir même du lait maternisé, des préparations commerciales aux mères. Donc, on n'a pas tellement encouragé l'allaitement maternel, ce qui fait que la culture de maternage autour de ça venait avec toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de choses qui libéraient un peu les mères du temps qu'elles passaient avec leurs enfants, leur permettaient de retourner travailler rapidement, de ne pas être, euh, comment dire, que leurs habitudes ne soient pas modifiées non plus par la présence du bébé. Alors on pense bien sûr aux habitudes de sommeil, chacun dans son lit, que la mère, pour retrouver à la fois son corps et son temps, ben, n'allaite pas, ne dorme pas avec l'enfant, etc. Donc, bon, il y a toute une culture hein, de marketing avec ça qui a influencé notre culture occidentale, enfin nos cultures occidentales, la plupart des pays développés. Donc, depuis 30-40 ans, c'est ça la réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les mères sont encouragées à allaiter, puis veulent l'initier, puis surtout veulent s'insérer dans cette sorte de nouveau paradigme un peu des naissances du parentage, hein, on parle d'éducation bienveillante, on parle justement d'allaitement bienveillant, on parle de maternage proximal, donc de réhabiliter, oh je m'excuse, réhabiliter le portage, la proximité, l'utilisation du pot à pot, de vraiment suivre les rythmes aussi de l'enfant, à tout le moins dans les premières semaines de la vie. Alors, toutes ces notions-là sont aussi dans l'air du temps, mais malheureusement, ça vient faire un clash avec, avec cette culture-là qui est ancrée dans la société et pour laquelle la plupart des gens ont un avis et adorent donner leur avis aux mères. Alors, c'est vraiment épouvantable parce que parfois, c'est même quelqu'un dans la rue
Peut-être vous l'avez vécu, vous qui êtes là en direct, est-ce que ça vous est arrivé? Même du temps de la grossesse, moi je me rappelle des gens qui venaient, qui approchaient leurs mains de moi pour toucher mon ventre et des fois j'étais juste comme, mais je sais même pas t'es qui, t'es comme, je vais pas te laisser toucher mon ventre. Je sais pas, je trouvais ça très invasif et très incroyable. En même temps, une partie de moi me disait, bon ben, c'est flatteur dans un certain sens parce que être enceinte me donnait un nouveau statut, un peu d'être comme un genre de déesse ou de d'éblouir les gens par le simple fait que j'allais donner la vie. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de flatteur dans l'admiration ou l'intérêt que les gens vont porter envers votre ventre ou envers votre bébé. Alors, c'est ça, des fois, quand on a appris à être poli et à être gentil, surtout avec des gens plus âgés que nous, eh bien, malheureusement, on a du mal des fois sur le coup à réagir. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que les gens s'approchent de la poussette ou de mon bébé et le touchent et c'est seulement à ce moment-là que j'étais comme, j'étais un peu gênée de réagir. Alors, je vous laisse croire que à ma deuxième ou ma troisième, j'avais vraiment un autre genre d'attitude. J'étais beaucoup plus capable de gérer justement ce genre d'émotions ambiguës et de faire face, mais ça reste que c'est pas normal en fait. Faut vraiment l'assumer. Puis je pense que 2020, c'est une excellente période en fait pour vous, les jeunes mamans, de réaliser que vous pouvez mettre une limite à ça. On parle beaucoup maintenant de consentement, on parle de réfléchir à notre intégrité physique. Donc, comme parents, c'est sûr que vous allez devoir préserver l'intégrité aussi de vos enfants. Alors, je pense que c'est important. Peut-être que les mamans qui ont eu leur bébé pendant cette pandémie ont moins d'expérience de ce genre-là, de mains qui vont directement aller toucher le bébé. Les gens se gardent une petite gêne à cause des risques de contagion et tout. Ben, j'espère. Et de distance sociale, peut-être que vous-même êtes moins exposé aussi d'aller dans des endroits où les gens oseraient ce genre de comportement. Mais vous verrez que dès qu'on aura un vaccin et que ce sera terminé la pandémie, je suis sûre que ça va recommencer. Alors, c'est important des fois de capable de garder le sourire et puis de dire oh non, désolé, et puis même de répondre des niaiseries. Hein. Moi, ça m'est arrivé vraiment des gens qui s'approchent puis que je dis ah désolé, on a une gastro. Et là, les gens, vous allez voir, ils font un geste en arrière et c'est très rigolo parce que je vous conseille pas de toucher parce qu'on a la gastro, évidemment, même quand c'est pas vrai. Alors, ça peut être intéressant aussi d'y aller. Ben, c'est ça, c'est une bonne façon. Et moi, je me suis mis des notes puis je les suis pas du tout. Mais d'y aller avec l'humour, souvent en réaction, que ce soit, c'est ça, des gestes qui sont pas vraiment appropriés ou des phrases qui le sont pas, ben, j'ai envie de dire que quand ce sont des gens que vous connaissez pas, des inconnus dans la rue ou des gens vraiment qui n'ont pas d'importance pour vous, mais ne vous gênez pas, là. Préparez-vous quelques petites phrases, je dirais, comme diraient mes enfants, qui cassent la personne et puis qui lui font comprendre immédiatement que vous n'allez pas ni écouter leurs conseils, ni vraiment. Et puis, ça peut être quand même poli. Ça peut être une manière de dire non, de dire je suis désolée, mais je sais quoi faire ou encore j'ai pas besoin d'un conseil non sollicité, mais avec un sourire, avec un merci. Et je peux vous dire qu'il y a des gens, ben, ça les rabroue. C'est sûr qu'ils peuvent avoir un air pincé ou choqué, mais moi, en général, je sors mon plus beau sourire ben, quand je l'ai fait, parce que ça m'est arrivé plus tôt pour ma troisième, de le faire et de sourire de toutes mes dents et de dire, ah, c'est gentil, mais j'ai pas besoin de conseils non sollicités, ça ira, je vais faire à ma manière. Et puis voilà, c'est pas obligé d'être méchant puis d'être bête ou d'utiliser des mots qui vont blesser l'autre personne, mais c'est important de mettre votre limite. Parce que ça, c'est une bonne façon aussi, je dirais, de vous pratiquer puis d'intégrer ben, l'écran de protection que vous voulez avoir. Parce que quand ça va être des gens signifiants, quand ça va être justement des personnes que vous pensiez qui étaient là pour vous, qui allaient vous aider, vous soutenir, vous encourager dans votre allaitement et plus largement dans votre façon d'être maman, d'être parent pour les deux parents, alors ben là, ça va vous toucher parce que quelqu'un qui compte pour nous puis qui vient nous faire des remarques incessantes sur notre manière de faire et la questionner, c'est-à-dire dire que c'est pas bon, nous conseiller de faire autrement parce que sinon, ben, en fait, les gens vont toujours dire, moi je dis ça pour ton bien,
Et c'est vraiment terrible parce que, je ne sais pas moi, si c'est votre mère ou votre parent qui vous dit, moi je dis ça pour ton bien, mais tu ne devrais pas lui donner le sein tout le temps, tu viens juste de la nourrir, tu vas la rendre habituée, bon, on entend toutes sortes de choses, c'est vraiment épouvantable. Il y a des phrases des fois qui n'ont même aucun sens, euh, comme de rendre un enfant vraiment qui va manquer d'autonomie. Par exemple, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, ben c'est fou, là. Un bébé de 2 semaines ou 3 semaines, il n'en a pas d'autonomie. Puis pour acquérir l'autonomie et même acquérir des habitudes, ça va lui prendre au moins 3 mois, ne serait-ce que pour cette question d'immaturité des systèmes dont je parlais au tout début. Donc c'est certain qu'un bébé de quelques semaines ne prend pas de mauvaises habitudes. En ce moment, il a besoin de continuer sa grossesse, même s'il est sorti du ventre, et de stabiliser tous les systèmes qui doivent fonctionner chez lui. Donc, on le sait, un bébé qui vient de naître ne peut pas le faire tout seul. S'il est livré à lui-même, il ne va pas vivre. Il va pas fonctionner, il va pas survivre. Pour ça, il faut vraiment qu'il soit accueilli et notre espèce mammifère a prévu qu'on était des porteurs, donc exactement comme nos grands cousins les singes, mais aussi comme les ours ou comme beaucoup de mammifères sont porteurs et l'humain, c'est comme ça. Quand on le met en peau à peau, tout à coup, il va bien. Son cœur bat régulièrement, sa respiration est stable, les connexions neuronales augmentent de façon exponentielle, hein. Il y a eu des études qui ont montré ça et c'est extraordinaire de voir que ça participe justement à l'élaboration de tout un système très complexe au niveau du cerveau qui va aider à la maturation. Cette maturation va être la source de l'autonomie chez l'enfant. Mais pour ça, il faut construire une base. Alors, c'est important de le mentionner. Là, j'étais rendue aux gens que vous aimez puis qui vous font ce genre de remarques. Oubliez jamais que les personnes pour qui, en fait, qui reviennent à la charge, parce que parfois, ça va être une remarque quand vous êtes enceinte ou quand vous venez d'accoucher. Ah, je te conseille de faire ça parce que ça va être mieux pour toi. Puis là, ben, vous ne dites rien en disant, bon, ben, je m'en fiche, je parle toujours, je vais faire à ma façon quand je serai rendue chez moi. Mais cette personne, si elle continue à le faire, je pense que vous avez tout intérêt à venir couper ça dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut trouver une manière, un moment pour communiquer et le dire. Si ça vous arrange, écrivez-le. Si ça vous arrange, faites une vidéo. Si ça vous arrange ou c'est trop difficile de le faire en face, en direct, parce que des fois, on n'a pas de répartie, hein, on n'a pas les bons mots, mais vous pouvez peut-être aussi vous pratiquer. Écrire quelque chose, vous pratiquer, avoir les mots en bouche, puis à la prochaine occasion que votre mère, votre tante, votre ami va vous dire quelque chose qui vous heurte ou qui vient justement à l'encontre de vos valeurs, alors à ce moment-là, vous l'aurez en bouche, vous l'aurez dans la tête, cette préparation que vous avez faite. Puis, c'est sûr que c'est bon de ménager l'autre personne puis de lui dire, écoute, moi j'ai du respect pour toi, je t'aime et je te respecte dans ce que tu es. Tu n'as pas vécu la même expérience que moi, mais moi j'ai fait des choix. Je suis une jeune mère, mon bébé a 2 jours, 2 semaines, 2 mois, donc c'est vrai que je suis inexpérimentée, mais par contre, j'ai fait des choix éducatifs, parentaux et je me suis renseignée. Aujourd'hui, je fais à ma manière, puis j'aimerais vraiment que tu me respectes là-dedans. Parce que oui, ça me blesse ou ça me, ça me perturbe à chaque fois que tu viens me dire que je fais pas la bonne chose. Alors là, c'est une ouverture quand même à la discussion. Vous dites comment vous vous sentez. Ça, c'est des trucs de psychologie, hein. C'est pas moi qui invente ça. Le fait de parler au jeu, de dire que vous vous sentez de telle façon quand la personne intervient ou vous fait ses remarques. Parce que tout de suite, votre interlocuteur ou triste va être sur la défensive. Il va dire, « Ah non, mais moi je dis ça, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider. Moi je dis ça parce que je m'inquiète de toi. Je trouve que tu as l'air fatigué. Mais il y a des réponses à ça. C'est de dire, oui, c'est vrai que c'est pas facile, c'est une adaptation. Hein, là, vous validez l'intérêt que la personne vous porte. C'est vrai, je suis fatiguée, c'est pas facile ou ça m'arrive de me plaindre du fait que mon bébé tète tout le temps, exemple. Mais quand même, c'est important pour moi de répondre à ses besoins. Je me suis renseignée, je sais que un bébé qui boit à la demande, il peut y avoir plusieurs raisons à ça au début de la vie. Et tant que le bébé est en bonne santé, prend du poids, je vais le suivre. Puis je vais aussi connaître ma limite. Je te remercie de ta sollicitude, de ton inquiétude ou de prendre soin de moi, mais je suis quand même une personne adulte et je sais
Je sais mesurer ma fatigue. Je sais quand ça va être le moment pour moi de dire, oh là, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'un break ou à ce moment-là, je vais demander à mon partenaire ou à toi, ma maman, ou à toi, mon ami, de venir me soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que la meilleure façon de m'aider, ça serait, puis là, faites votre liste de choses qui vous aident. Vous voyez, c'est important de communiquer les choses aussi de la manière qu'on le souhaite. Parce que je vous dirais que pour beaucoup, beaucoup de femmes, quand parfois, puis là, je parle vraiment dans la sphère familiale, disons, la petite bulle hein, autour de vous, des gens qui comptent pour vous, qui sont proches, quand on ne dit pas les choses, ben, on laisse finalement l'occasion aux autres de venir toujours, c'est un peu qui ne dit mot consent. Parfois, cette chose-là de laisser croire à l'autre que parce qu'on n'a rien dit, on n'a pas répondu, ou même des fois on a dit comme c'est une façon d'approuver finalement le conseil ou la remarque que la personne nous a fait et de le prendre pour nous. Donc, en quelque sorte, de laisser croire à notre interlocuteur est triste que on est d'accord avec lui ou qu'on va prendre le conseil, on va l'appliquer. Euh, Moi, je sais que les gens importants pour moi, à un moment donné, j'ai dû dire, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que j'ai besoin d'être aidée. C'est pas avec ce genre de remarques que je vais avancer ou me construire comme maman, comme parent. Ce que j'ai besoin, c'est de la bienveillance. Ce que j'ai besoin, c'est aussi une ouverture d'esprit. Donc, c'est sûr que des fois, l'autre personne peut se sentir insultée de dire ah, ben oui, dis tout de suite que nous, on a raté notre coup, que dans mon temps, on était arriérés, qu'on comprenait rien. Il y a des réponses à ça. C'est facile quand même de dire ben écoute, vraiment, ça va me faire plaisir de te faire suivre un lien. J'aimerais ça que tu ailles lire les recommandations à propos de l'allaitement. Les études le montrent. C'est pas pour rien que Santé Canada ou l'Organisation mondiale de la santé parle d'allaiter le bébé à la demande ou d'allaiter exclusivement ou d'allaiter pendant 2 ans. Hein, ça, c'est terrible aussi, les allaitements, disons, prolongés, entre guillemets. Dès qu'un bébé a plus qu'1 an, ça semble incroyable à beaucoup de gens hein, que vous allaitiez encore. Encore là, c'est pas mal hein, de répondre parfois que euh, ben, je vais t'envoyer un lien. En plus, c'est facile maintenant avec Internet. On n'a pas besoin d'aller chercher un livre, de le faire lire, de le fournir. Hein. Même si on n'est pas ensemble, même si vous avez votre remarque qui tue par Zoom, vous pouvez dire, écoute, je vais t'envoyer un lien là, sur Messenger. Va lire, puis après, on en reparle. Est-ce que vraiment la personne va aller lire ou elle va rester sur son opinion de ah mais oui mais moi dans mon temps c'était important d'emmailloter les bébés parce que puis de les laisser dormir dans leur lit sinon ils prenaient des mauvaises habitudes. OK, trouvez-le le site où est-ce que la personne va pouvoir lire que c'est excellent pour un bébé, ça multiplie les connexions neuronales, le pot à pot est vraiment primordial pour les allez, au moins les 3 premiers mois de la vie, mais disons les 6 premières semaines idéalement pendant le mois d'or. Donc, si cette personne lit ça, peut-être qu'elle va dire OK, bon, ben c'est intéressant parce que dans mon temps, on disait ça. Ben oui, dans ton temps, on disait ça, mais on disait aussi que les préparations commerciales pour les nourrissons étaient excellentes pour la santé. Hein? On disait que c'était la même chose et c'était même mieux parce que ça libérait les femmes, ça leur permettrait de continuer à travailler, d'être libres, de ne pas être comme l'esclave, la suce de leur enfant. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de faire la mesure là-dedans, puis aussi d'affirmer, je pense, d'oser affirmer que on n'est pas forcément une secte, une religion ou quelqu'un de radical parce que, justement, on veut allaiter à la demande. Ça peut être qu'on le fait pendant les premières semaines de la vie. C'est pas parce qu'on le fait comme ça qu'on va le faire comme ça longtemps non plus. Il y a des femmes qui vont, justement, je m'excuse, hein, je vais boire parce que j'ai un chat dans la gorge. Mm. Qui vont vraiment aussi accueillir l'enfant pendant les premières semaines de manière très physiologique pour une mise en route facilitée de l'allaitement. Je dois dire que c'est beaucoup plus facile aussi de ne pas être stressé et de penser comme ça quand on est dans un pays comme le Canada, au Québec, où on a quand même des congés de maternité, des congés parentaux qui sont assez généreux. Certains pays d'Europe n'ont pas cette chance. Ils vont avoir des congés parentaux vraiment tellement courts que c'est pas du tout évident de se mettre dans des situations où on, on assume, hein, en fait, de ne pas mettre les choses en place très vite. Moi, je le vois, je suis des personnes, par exemple, en France ou en Belgique,
qui déjà après 6 semaines sont déjà en train d'organiser le retour au travail. Donc, les débuts d'une crèche, le fait de fournir du lait à la nounou, à la puéricultrice qui va s'occuper de l'enfant, ou au papa quand c'est le papa qui va prendre le relais, quelqu'un d'autre de la famille. Donc, vous voyez, c'est pas évident dans ce temps-là d'avoir une idée. Ah oui, mais moi, c'est la proximité, c'est le pot à pot, puis l'allaitement au sein à la demande. C'est sûr que quand on est déjà dans l'idée de s'absenter, se séparer de l'enfant et tout ça, il faut trouver des façons de le faire. Ça peut être de continuer à avoir beaucoup de proximité, mais avec d'autres gens. Alors, c'est sûr que c'est toute une culture. Donc, comme je disais, des fois, c'est plus facile d'être dans cette bulle-là quand on n'est pas stressé par l'idée d'une séparation, de retourner, de donner autre chose au bébé, d'autres expériences, par exemple, de se nourrir autrement qu'au sein. Mais quand vous pouvez le faire, faites-le puis assumez-vous. Si pour vous, c'est important dès le début d'avoir la possibilité, l'opportunité de donner un biberon de temps en temps parce que vous êtes sportive, parce que vous avez besoin de dormir beaucoup, que vous voulez aussi vous donner du temps, etc., ben assumez-le. Il n'y a pas de problème. C'est juste que parfois, c'est pas non plus une obligation, c'est de dire je peux très bien allaiter mon bébé exclusivement au sein pendant les premières semaines, puis à un moment donné, quand ça sera bien mis en place, que j'aurai du lait en suffisance, que le bébé saura très bien téter au sein, à ce moment-là, ben, je vais me prévoir quelque chose comme ça. C'est pas non plus obligé de faire juste ça. Moi, j'essaye souvent de donner cette capacité d'indulgence envers soi-même hein, aux mères avec qui je parle ou que je suis, que je soutiens, parce que souvent, on a l'impression que c'est tout ou rien, puis que des fois, les personnes autour de nous vont nous le remettre aussi en plein visage de dire ah ben là je pensais que tu voulais l'allaiter juste au sein puis que le biberon c'était le diable. J'ai pas dit ça. J'ai dit que au début de l'allaitement c'est important de pas donner une confusion au bébé par exemple. Comme par exemple vraiment des fois certaines personnes pensent que l'utilisation de la suce permet au bébé de pleurer moins. Alors parfois c'est vrai, hein, parce que le bébé qui a un besoin de succion très fort dans les premières semaines va vraiment avoir des réflexes très forts et parfois justement se désorganiser quand il ne peut pas téter dès qu'il en a envie. Il y a aussi des bébés comme ça, ils vont souvent au sein, mais en fait ils veulent rester au sein juste pour tétouiller aussi en extra. Donc ça peut vite devenir fatigant aussi pour les mères de gérer ça. Et puis, l'utilisation d'une suce, ben, des fois, c'est le fun. C'est juste que dans les débuts, des fois, ça peut, comme je dis, des fois, confusionner le bébé par rapport à l'allaitement au sein. C'est complètement différent, téter une tétine et téter un sein. Donc, ces mères-là ont raison de vouloir préserver la mise en route de l'allaitement. Donc, parfois, les conseils de dire donne-lui une suce, tu vas voir, il va pleurer moins. Donne-lui une suce, tu vas voir, il va s'endormir tout seul. Donne-lui une suce, tu vas être tranquille, tu vas pouvoir espacer les tétés. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu sais, toi aussi, puis ça, vous pouvez le répondre tel quel, mais est-ce que tu sais que la suce aussi peut interférer dans l'apprentissage du bébé? Avant 6 semaines, le bébé, il est dans ses réflexes, c'est normal qu'il ait besoin de suctionner souvent. Est-ce que tu le sais que plus le bébé tète les seins et qu'il est conditionné par ses réflexes, et plus la lactation va se mettre en place de manière optimale, puis je vais avoir une bonne production pour longtemps qui répond aux besoins de mon enfant? Donc, si on met toujours la suce au bébé quand il est dans cet état, ben, on n'est pas en train de passer la commande à la glande mammaire et de se préparer à un allaitement bien fourni en lait, durable, etc., qui répond aux besoins du bébé. Donc, utiliser une suce, c'est pas rien. C'est quand même pas rien dans les débuts. Il faut quand même penser à ça. Donc, parfois, ce genre de remarques ou de conseils, ben non. Moi, j'y ai pensé avant, puis j'ai entendu dire que justement, ça pouvait interférer. Alors, c'est sûr que vous avez peut-être une amie, une cousine qui vous dit ah non, mais moi, j'ai donné la suce jour 1 à mes 3 enfants, puis ils ont tété, il n'y avait aucun problème, etc. Ben tant mieux, tes enfants n'ont pas été confus, mais moi, je ne veux pas prendre cette chance. J'ai eu mal au mamelon les premières journées, j'ai pas envie, le bébé perdait un peu de poids, tu sais, ça n'a pas été évident à mettre en route, ben j'ai pas envie de menacer ça avec la suce maintenant. Peut-être que dans 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, on verra, mais pour le moment, mon bébé, il y a 2 semaines, j'ai envie que l'allaitement aille bien avant de lui offrir. Voyez, par exemple, de dire, ah, peut-être que ton conseil, il va être bon quand mon bébé aura 2 mois, mais pour l'instant, c'est non. Hein, vous voyez, comme par exemple, moi, c'était vraiment dans ma famille l'idée que on doit le faire garder rapidement. Le bébé doit pouvoir boire du lait avec quelqu'un d'autre. Et moi, quand mes bébés étaient petits, j'étais comme, non, moi, j'ai pas besoin de sortir ou d'aller quelque part sans mon bébé.
je vais l'allaiter dès qu'il en aura besoin, puis je recommencerai à sortir toute seule et à faire mes choses toute seule quand je me sentirai prête pour ça. Il n'y a pas une obligation qui fait en sorte que le bébé a besoin d'apprendre à téter au biberon. Alors, ça m'est même arrivé d'entendre que certaines grand-mères vont dire oui, mais c'est égoïste. Nous, les grands-parents, on a besoin de profiter de nos petits-enfants, de développer un lien avec le bébé. Donc, c'est égoïste de ta part de ne pas lui donner de biberon parce que nous, on n'a pas l'occasion de le garder ou de prendre soin de lui, de l'accueillir. Alors, vraiment, pour ces cas-là, à mon avis, qui sont quand même assez costauds, les parents qui veulent vous culpabiliser en tant que jeunes parents du fait que vous les privez de leurs petits-enfants, vraiment, sachez que dans les 3 premiers mois, c'est super important que le bébé stabilise, mature, comme j'ai dit au début en ouverture, et consomme du lait directement au sein. Après, vraiment, garder le bébé pour le plaisir des grands-parents, ça pourra se mettre en place graduellement. C'est-à-dire que vous pouvez le négocier et de dire, ben, on pourrait déjà faire en sorte que le grand-parent vienne dans la bulle familiale dans les premiers mois, puis passe du temps avec l'enfant. Par exemple, si cette grand-mère a tellement envie de faire un lien, de profiter, puis par la même occasion de vous soutenir, de vous aider, à ce moment-là, qu'elle vienne pendant que vous vous reposez, prenez une douche, je sais pas, faites un appel avec une amie ou que sais-je, quelque chose qui vous fait du bien puis que vous pouvez faire sans votre bébé. Et pendant ce temps, cette grand-mère va se promener dans la maison ou faire un tour de poussette ou simplement bercer le bébé dans ses bras. Ça peut être 30 minutes, venir vous le porter pour allaiter, recontinuer la promenade ou le bercement dans les bras, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que cette grand-mère devrait absolument emmener l'enfant chez elle, faire en sorte que vous partiez pendant 2 ou 3 heures ou 4 heures au restaurant à vous morfondre, à avoir une montée de lait qui vous coule dessus, alors que vous n'avez pas envie d'être là, vous avez juste envie d'être en peau à peau avec votre bébé dans le lit, je suis pas sûre que ce soit nécessaire dans les premières semaines. Donc, trouver des manières de faire plaisir aux grands-parents, puis de trouver un terrain d'entente et aussi de dire oui, pourquoi pas, mais un peu plus tard, on va le mettre en route quand le bébé sera plus habitué, plus fort, aura pris un peu de poids, sera plus mature. Faites lire aussi à vos parents ces textes-là, ces études hein, qui parlent de... Mais il y a aussi des articles qui vulgarisent les études parce que des fois, c'est quand même plus accessible, plus digeste plutôt à lire. Mais donnez-leur des documents qui parlent du microbiote, qui parlent de la maturation du système digestif, par exemple. Comment se met en place vraiment une maturité digestive dans le ventre du bébé, du nouveau-né et du nourrisson. Parlez-leur de l'importance du pot à pot, puis de ces fameuses connexions neuronales, des bébés porteurs aussi. Donc, ça, c'est le genre de choses que aussi vous pouvez questionner, c'est-à-dire dire aux gens qui sont signifiants pour vous. euh, Parce que, OK, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. La plupart des remarques blessantes que la personne va faire dans un conseil, des fois non sollicité, de vous dire ah, moi je te conseille pas de dormir avec ton bébé parce que vraiment l'enfant va s'habituer puis après il pourra plus jamais s'endormir sans les bras ou par lui-même. Alors sachez que souvent c'est quelque chose qui représente chez la personne qui le dit une limitation, une croyance qui vient de son propre vécu. Alors parfois, ces personnes-là n'ont pas eu d'enfant, elles n'ont pas eu besoin d'endormir un bébé dans leurs bras, mais c'est quelque chose qu'elles ont entendu, qu'elles ont cru et qui s'insère dans leur culture de vie. Alors, mais ça fait partie des choses que eux, elle, cette personne-là, veut pas questionner et finalement projette sur vous. Si c'est une personne signifiante pour vous, puis que elle fait partie de votre bulle familiale ou d'amitié, là, quelqu'un d'important, c'est sûr que le remettre en cause, ça risque de blesser la personne. Sauf que c'est important, cette projection, en lui disant, ah oui, je comprends que dans ton éducation, dans ton histoire ou à ton époque, c'était quelque chose qui était une idée qui était courante. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, on m'a appris, ou j'ai lu, ou le docteur Newman dit, ou Nathalie Allaitement l'a écrit sur son blog, que le bébé, justement, dans les premiers mois de la vie, a au contraire vraiment besoin
de se stabiliser, de maturer avant d'être capable de trouver une certaine autonomie dans sa capacité à s'endormir, dans ses habitudes de sommeil, etc. À propos du sommeil, comme c'est vraiment souvent un sujet hyper chaud et pour lequel tout le monde ne se mêle pas de ses affaires, ben c'est sûr que c'est bon d'aller vous outiller vous-même, d'aller lire là-dessus, de chercher des réponses et des outils pour répondre aux gens. Alors, justement, je ne l'ai pas dit mais au début, mais j'ai préparé un document avec quelques liens. Vraiment, c'est une liste, une petite liste exhaustive, mais c'est des bons outils justement pour référer, pour donner des lectures aux gens qui vous font des remarques comme ça, un peu envahissantes, un peu non sollicitées, surtout. Donc, il y a des sites web à propos des recommandations, puis qui parlent aussi des avantages, les avantages de l'exclusivité. C'est quoi les recommandations, par exemple, pour l'introduction des solides? Parce que le sommeil et la bouffe, c'est toujours deux sujets où les gens se mêlent tout le temps. Donc, c'est quand même assez dur à vivre sur le long terme. Puis, c'est sûr qu'il va falloir vous construire une base solide pour faire face à ça. Il n'y a pas de secret. Je pense que ça fait partie de votre chemin de parents, de faire en sorte que vous soyez droit dans vos bottines, comme on dit au Québec, vraiment d'avoir une certaine confiance en vous. Si vous ne l'avez pas fait, achetez-vous un cahier vierge, même si c'est le plus cheap. Prenez quelques feuilles et puis notez c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre projet éducatif, c'est quoi vos ambitions pour votre enfant. Comment vous voyez votre relation, d'abord vous comme maman avec bébé, puis aussi vous comme couple par rapport à votre enfant. Et peut-être s'il y a des valeurs éducatives qui se confrontent avec votre partenaire, ben prenez le temps d'en jaser, faites vraiment une réflexion là-dessus. Si vous êtes en congé parental, c'est le moment ou jamais de prendre ce temps-là. Et puis, maintenant que votre bébé est là, qui est arrivé, ben euh, c'est super, vous le connaissez de plus en plus, vous commencez à connaître son caractère, à comprendre aussi l'enjeu, hein, la responsabilité qui vient avec cet amour qui grandit, puis la complicité qui s'installe. Donc, ben, je le souhaite de tout mon cœur. C'est sûr qu'au travers de ça, il y a des défis, tout plein de défis, plein de choses difficiles à apprendre, à mettre en route. Mais moi, je pense que les interventions, la façon dont les gens se mêlent un peu de tout chez les jeunes parents, c'est une bonne école. C'est une bonne façon d'apprendre à devenir plus fort, à devenir plus campé, plus confiant en nous-mêmes. Et puis, parfois, quand votre petite voix vous dit non, moi, j'ai pas toutes les études, là, je sais pas pourquoi, mais je sens au fond de moi que c'est la bonne chose à faire. Je sens que j'ai besoin de faire comme ça, même si ça contredit tout ce que mes parents ont fait avec moi ou que d'autres gens vont dire que, etc. Donc, j'ai envie de dire comme trouver le courage, en fait, de vous faire une tête, puis Aurélie dit quelque chose. Oui, n'hésitez pas à me poser vos questions, vous qui êtes là. J'en ai fait la demande pour avoir droit à un congé parental. Je comprends quoi, Aurélie, comme étirer un peu le temps que vous avez ou bien, c'est sûr qu'avoir le temps pour faire connaissance avec l'enfant, puis avoir le temps d'accueillir l'enfant, comme je disais, hein, de lui donner cet espace d'accueil là, pour télécharger ses systèmes maturés, faire beaucoup de peau à peau, etc. C'est vraiment une chance que vous pouvez vous donner pour votre projet de famille démarre dans la sérénité aussi, hein, parce que c'est vraiment stressant le monde moderne. Ça va pas très bien en fait avec la reproduction, avec l'accueil d'un bébé, avec la mise en route de pas juste de l'allaitement, mais aussi de la vie de famille. Alors, c'est clair que quand on peut avoir le temps, ça fait toute la différence. Alors, ben, c'est un peu ça que je voulais dire. Je vous en prie, posez-moi vos questions, parce que moi, c'est sûr que je peux parler sans arrêt pendant des heures et des heures. Donc, c'est ça que je disais, en fait. Écrivez-moi votre courriel. Si vous êtes en replay là, sur Watch, que vous voyez cette vidéo plus tard dans la journée, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre. Fait que faites juste cliquer Nathalie Allèdement, puis envoyez-moi un message sur Messenger. Si vous ne voulez pas mettre votre courriel comme ça à la vue de tout le monde dans les commentaires, mais il n'y a aucun problème. Vous me donnez votre courriel, puis moi, je vous envoie mon PDF avec les liens, comme je parlais, les avantages, quelques liens à propos des recommandations. Bon, c'est sûr que moi, j'ai une liste plutôt qui parle de la Société pédiatrique du Canada,
de Santé publique Canada ou des références comme ça, mais il y a aussi justement les recommandations de l'OMS. Et puis quelques lectures, quelques endroits où vous allez pouvoir pardon, envoyer les gens lire à propos de, je ne sais pas moi, que ce soit l'allaitement prolongé, l'exclusivité, les dernières découvertes en matière d'introduction des solides ou bien à propos des allergènes, des allergies. Donc, parce que c'est effrayant comment les gens ont toujours un mot à dire et des fois ça vient d'une opinion absolument personnelle, ça vient pas du tout de faits ou de données probantes. Et puis, c'est malheureux parce que même dans le milieu des soignants, même avec le milieu de la santé qui prend soin des mères et des bébés, encore cette semaine, des parents qui revenaient de chez le pédiatre et qui m'ont rapporté certains propos ou à propos d'allaitement ou à propos du développement du bébé où on dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, je le sais qu'il y a encore 10-20 ans, on préconisait, par exemple, d'allaiter seulement 4 fois par 24 heures, de couper l'allaitement la nuit à partir de 2 mois ou des choses comme ça. Mais ça ne suit pas la physiologie de la lactation. C'est pas ça que la nature a prévu pour faire évoluer les bébés. Et en fait, la mère qui suit son intuition, qui suit son bébé, qui a vraiment une ouverture par rapport au rythme du bébé et par rapport aussi à ce que son instinct à elle lui dit, va souvent moins se tromper qu'en écoutant tous les conseils. Bon, évidemment, un pédiatre ou une sage-femme, on penserait que le conseil, même s'il n'est pas sollicité, il est toujours bienvenu. Mais c'est important quand même pour vous d'aller valider, d'aller lire, d'aller... bon, c'est sûr, je sais, sur Google, on trouve tellement de tout et tout. Sur Internet, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre une opinion, un fait, des études, etc. Mais j'ai confiance dans votre capacité à avoir de l'esprit critique et à trier un peu l'information. Alors, j'ai d'autres remarques. Oui, l'intuition, il y a que ça de vrai. C'est ça que je dis, Aurélie. C'est vrai, l'instinct aussi, la connexion vraiment avec le mammifère en vous, dès le début, hein, dès que votre bébé arrive au monde, il y a quelque chose avec les hormones, à la fois de la grossesse, de l'accouchement et de la mise en route de l'allaitement qui vont vous conditionner dans... C'est votre cerveau reptilien qui prend le dessus, hein, c'est vraiment l'ocytocine. Et toutes ces hormones-là favorisent des états psychologiques. Donc, c'est clair que votre capacité, votre acuité par rapport à votre bébé va être en place. C'est comme si, d'une manière inconsciente, vous savez quels sont les besoins du bébé et vous avez souvent la réponse. Vous n'avez pas une réponse scolaire à qu'est-ce qui se passe dans le ventre de votre bébé, mais vous le sentez que votre bébé a besoin des bras. Vous le sentez que votre bébé a besoin du pot à pot. Vous le sentez que votre bébé a besoin de téter encore, même s'il vient juste de téter. Parfois, c'est nos partenaires les premiers qui vont questionner ça. Mais eux, ils sont pas dans votre corps, ils n'ont pas les hormones d'allaitement. Alors des fois, ils comprennent pas. Mais tu viens juste de l'allaiter, pourquoi tu veux encore l'allaiter? Ah, je sais pas. Je me fais confiance. Il me semble que le bébé a encore besoin. C'est tout. Des fois, ayez confiance en vous, puis dites-le. Puis votre partenaire, ça peut lui suffire à le rassurer. Vous voyez? Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, lui, il va faire confiance à ce que dit sa mère de l'autre côté. Donc, vous voyez, des fois, c'est ça, c'est d'essayer de Kaina me dit quelque chose. Moi, je fais cododo avec ma première jusqu'à 3 ans. Chacune dans son lit, mais dans la même chambre. Je le regrette jamais. Ah non, je le regrette jamais. Elle est partie dans sa chambre sans aucune résistance. Absolument. Et moi, j'ai dû me battre vraiment avec des gens autour de moi que j'aimais et en qui j'avais confiance et je pensais pas qu'il y aurait une idée négative à ce sujet, mais le fait de dormir avec mes enfants, ça heurtait beaucoup les gens dans ma famille. Ah, mais là, oui, quand ils sont petits, ça va, mais bon, rendu à 6 mois, rendu à 1 an, ah, mais non, il faut s'habituer à dormir tout seul. Et moi, mes enfants, aujourd'hui, ils ont 15, 12 ans, 8 ans, puis ils ont une telle confiance en eux, ils sont tellement bien campés, ils sont bien dans leur peau, ils sont créatifs, ils sont... Des fois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dû à cette espèce de base solide, de sentiment de sécurité. La communication aussi, elle est fluide. Et ça, souvent, je me dis, ça commence dès le début. Quand l'enfant, il sent qu'il peut se compter sur vous, il peut vraiment vous répondre à ses besoins dès le début.
Alors, pour moi, ça fait toute la différence. Donc, j'en suis convaincue personnellement. Puis, dans mes apprentissages, dans mes cours aussi que j'ai pu faire en lactation ou en développement de l'enfant, bien, ce que je lis, c'est ça. C'est que l'enfant qui est accueilli au début, qui a une base solide, affectivement, ensuite, il va vraiment être beaucoup plus fort. Alors, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de chercher à s'outiller, puis aussi à communiquer ou voire éduquer les gens autour de nous. Bon, peut-être pas le vieux monsieur de l'épicerie qui vient vous dire des remarques sur votre façon d'allaiter, mais mon deuxième a 5 mois, il est avec moi dans son lit à côté du mien. Ben oui, c'est parfait. Et puis, il faut faire aussi ce qui nous correspond. Parfois, c'est l'inverse. Au lieu d'avoir des gens réfractaires à toutes ces choses de proximité, on va avoir des gens autour de nous qui parlent de portage, de cododo, partage du lit, etc. Puis vous n'êtes pas à l'aise de le faire, ou votre conjoint, vous préférez avoir une bassinette, vous préférez avoir un petit Moïse dans lequel le bébé est seul, mais quand même à côté de votre lit. Vous préférez, je sais pas, vous préférez avoir un allaitement, oui, à la demande, mais avoir un petit biberon de temps en temps de votre lait. Donc, pour vous, c'est important de tirer du lait puis d'en avoir pour que vous vous sentiez en sécurité. Il y en a dans le congélateur, puis mon chum peut en donner de temps en temps ou quelqu'un d'autre. Et là, vous vous faites juger par cet ami ou cette sœur qui vous dit, mais voyons, tu vas pas lui donner un biberon, ça va tout briser ton allaitement, ou bien tu devrais dormir avec, ça va être mieux pour l'enfant. Vous, vous sentez pas à l'aise de le faire. Pourquoi est-ce que vous le feriez? Vous pouvez lui dire encore une fois, écoute, ça c'est ton vécu, c'est le fun que toi tu sois bien là-dedans, mais moi j'ai réfléchi à ça, je me suis renseignée ou peu importe, et moi, je suis plus à l'aise que mon bébé soit dans son lit à côté de moi. Mais je suis là pour lui. Dès qu'il se réveille, je me réveille. Dès qu'il a besoin de moi, je vais le prendre dans mes bras. Mais moi, c'est comme ça que je suis bien ou c'est comme ça que nous, on a choisi de faire avec mon partenaire. Donc, vous pouvez aussi, dans l'autre sens, tu sais, des fois, en fait, peu importe le conseil non sollicité, dans quel sens il va, c'est pas une obligation d'être en proximité tout le temps, tout le temps. On ne doit pas se sentir coupable de ça, on ne doit pas mentir là-dessus. On doit faire aussi de la façon dont nous, on est bien là-dedans. Puis c'est comme ça que votre bébé va être heureux, puis il va grandir avec de la sécurité. C'est quand il va sentir que ses parents font ce qu'ils ont à faire pour être bien dans leur parentage ou dans leur maternage. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de faire la continuité. Posez-vous la question vraiment de qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment vous voulez procéder. Puis des fois, quand vous doutez ou que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez aussi le dire. En fait, je suis pas certaine de ça, mais ça me met de la pression quand tu me dis ça. Hein? Par exemple, quand c'est un parent direct hein, qui vous dit oui, mais tu devrais faire comme ça, ta. Mais je ne sais pas si je devrais faire comme ça. J'entends ce que tu me dis, que c'est important que le bébé s'endorme tout seul. Je me questionne là-dessus. C'est pas évident, l'endormissement ou le sommeil et l'allaitement et tout ça. Puis en ce moment, je réfléchis, je vais lire des choses. J'entends ton conseil, mais je suis pas sûre que j'ai envie de faire la méthode 5, 10, 15 qu'on faisait dans ton temps. Hein? Alors, quand vous répondez comme ça, votre mère va dire, ah, ben là, elle était bien ma méthode, là, toi, t'étais pas traumatisée, puis t'es une bonne fille aujourd'hui. Alors, vous pouvez dire, oui, d'accord, t'as fait comme tu voyais que c'était bon de faire pour toi, mais moi, je trouve que laisser le pleurer le bébé, ça me dérange, puis j'ai pas envie de faire ça. Mais je vais voir comment je m'y prends. En fait, quand ce sera le moment pour moi de trouver du soutien, par exemple, pour l'endormissement du bébé, ben, je vais aller chercher de l'information, je vais lire, je vais me faire une tête par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Puis là, ben, je te tiendrai au courant. Hein? Par exemple, vous pouvez dire ça, donc ça laisse une ouverture de OK, c'est pas que je veux pas écouter ton conseil, sauf que je sais quoi faire, je vais le faire moi-même. Vous voyez? Ah, c'est pas évident. Aurélie dit que c'est pas évident d'avoir de la répartie. On a peur de blesser la personne. Je suis tout à fait d'accord. Puis, euh, en fait, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce sujet parce que je voulais juste aussi vous faire voir que ben, vous n'êtes pas toute seule à manquer de répartie ou à manquer d'outils pour ça. Moi, je l'ai vécu. Bon, mes enfants sont plus vieux, mais en fait, je me rends compte en soutenant les allaitements puis en parlant avec les familles aujourd'hui que c'est toujours autant d'actualité. En fait, la maternité puis l'allaitement, c'est vraiment des parts où les gens continuent toujours à donner des conseils non sollicités. Puis, il y a un clash de génération, un clash de culture de génération qui est toujours présent, en fait.
Puis moi, je le vois, mon fils a 15 ans, puis des fois, je dis des choses, puis il me questionne déjà sur «Ah oui, mais ça, c'est vraiment... tu sais, c'est les gens de ton âge qui disent ça. Tu sais, nous, les jeunes, on voit pas les choses de la même façon. Alors, je me rends compte que sur une base générationnelle, il y a des points de vue puis des manières de penser qui sont vraiment culturelles. C'est l'environnement qui va nous éduquer comme ça, puis des fois notre famille aussi, mais quand même l'environnement, le contexte, la mode, tous les courants qui font partie de notre époque vont nous influencer comme génération. Donc, on ne veut pas blesser l'autre génération, la maman, la tante, le parent, ben, des fois c'est les papas aussi, mais euh, c'est important d'affirmer aussi qui on est. Puis, si vous ne le faites pas, vous pourrez accumuler en fait de la peine hein, et de la frustration parce que clairement, quand vous ne le faites pas, quand vous affirmez pas votre différence, vous, en quelque sorte, vous complétez pas votre devenir parent. Parce que même si on accouche et on accueille un enfant dans notre vie, on reste l'enfant de quelqu'un d'autre. Et ça, des fois, nos parents ont de la difficulté à l'accepter. Alors, je dis nos parents, mais des fois, c'est notre tante ou c'est notre grand-mère qui est encore vivante. Je veux dire, peu importe, tous les gens de la génération d'avant et ceux qui sont nos parents, disons, plus vieux, vont prendre pour acquis que comme ils sont plus vieux puis qu'ils ont déjà vécu ça avant vous, ce qu'ils ont à dire est important et louable et comment dire, digne de, d'être un conseil écouté. Puis, c'est pour ça qu'ils ne vous demandent pas la permission de vous donner des conseils, c'est parce qu'ils prennent pour acquis que leur expérience et leurs paroles vont vous servir. Vous êtes encore un enfant qui a besoin d'apprendre. Alors, c'est pas faux. Comme nouveaux parents, on est jeunes parents et on a besoin d'apprendre. Mais par contre, comme on n'est pas de la même génération, on a besoin aussi de se faire une idée qui est la nôtre et de développer en fait notre sens critique et faire selon comme nos valeurs. Alors, d'une certaine façon, c'est encore une étape pour devenir adulte. C'est-à-dire que par rapport à nos parents plus vieux, on doit affirmer le fait qu'on devient grand puis qu'en devenant parent, on prend la responsabilité d'être grand ou d'être une grande personne ou d'être un adulte en quelque sorte quand ça vient avec j'assume qui je suis. Peut-être que ça te blesse, c'est pas que je suis plus ton enfant, mais en quelque sorte en devenant parent, je mue, ma peau change encore pour me transformer en ce parent que je veux être et non pas reproduire encore et encore la même chose. Euh, il y a énormément de familles qui fonctionnent avec le contre-exemple. C'est-à-dire que on a un héritage éducatif, parfois on a appris des choses dans notre propre vie d'enfant et d'éducation. Et en fait, notre héritage, c'est de vouloir, je sais pas, moi, des fois c'est à 10%, mais des fois c'est inversement à 90%. On veut faire le contre-exemple. C'est-à-dire que notre héritage, c'est de croire que l'éducation qu'on a reçue, on voudrait la questionner et peut-être faire l'inverse pour certaines choses. Peut-être pas tout. Puis ça, c'est correct aussi. On peut le dire, ça, des fois, à nos parents, de dire oui, il y a certaines choses que, comme toi, t'as fait, qui étaient super, puis trouvez-en quelques-unes pour le dire en introduction de phrase. Si vous parlez à votre parent en disant que toute la façon dont vous avez été éduqué, c'est de la merde, c'est sûr que ça va le blesser. Mais si vous lui pense, puis dans mon éducation, j'ai adoré la manière dont tu m'as transmis telle chose, où j'ai appris cela, ou, tu sais, c'était vraiment super, ça. Mais pour d'autres points, je pense que moi, je vais faire différent parce que comme enfant, il y a des choses que j'ai vues qui étaient moins intéressantes pour moi ou que dans ma façon d'apprendre, ça marchait pas ou qui m'ont laissé des fois de l'ambiguïté, des interrogations ou j'ai eu du mal à m'en défaire de cette habitude ou des choses comme ça. Comme par exemple, chez moi, c'était vraiment mes parents qui servaient les assiettes. On remplissait une assiette et il fallait finir parce que je venais d'une famille où on gaspillait pas. Hein. Eux, ils avaient vécu, leurs parents avaient vécu les guerres, ils avaient vécu la disette et tout. Donc, on finissait notre assiette. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facile à vivre pour moi. Donc, il fallait toujours manger plus, trop, ou parfois se priver, ou en tout cas, c'était toujours contrôlé. Alors ça, c'est une façon que parfois c'est difficile ensuite de se défaire de ces habitudes alimentaires-là et de l'espace émotif qui vient avec, évidemment.
Donc ça, c'est un exemple, bon, super personnel, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, parfois aussi, il faut le dire à notre parent. Ben, il y a des choses qui m'ont plu, qui ont été utiles, qui ont été super, mais il y a plein de choses que je veux faire autrement. Alors, respecte-moi là-dedans. Moi, j'essaye autre chose. Toi, tu as eu ton temps, tu as eu ta chance. Maintenant, c'est à mon tour d'être créative, puis de... Je vais prendre les bonnes choses, mais je vais aussi inventer d'autres choses. Et puis, n'hésitez pas là, à donner des à faire des choses autrement. Est-ce que j'ai d'autres demandes, questions, disons? C'est pas évident d'avoir de la répartie, on a peur de blesser la personne, mais c'est ça, c'est pas évident. Kaina dit: j'allais tout le temps, mon conjoint se réveille pour faire l'euro. Oui, dans le sens d'allaiter à la demande, ben il n'y a pas de problème, c'est vraiment super. C'est souvent l'idéal, en tout cas pour un bébé qui est tout petit, puis même des bébés plus grands. Et moi, je pense pas qu'on se trompe quand on suit les rythmes du bébé. C'est sûr que pour certaines mères, c'est dur à entendre ça parce qu'elles ont des bébés qui têteraient juste comme tout le temps ou toutes les 15 minutes. Et puis bon, ben, c'est sûr que quand ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'on fait ça, ben là, on appelle notre bébé un bébé intense parce que c'est sûr que c'est moins facile à vivre. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de notre vécu une règle absolue. Faut juste, puis ça aussi, vous pouvez le dire aux gens qui vous donnent des conseils non sollicités, c'est vraiment de mettre la barre en disant, ben écoute, moi je te respecte dans ce que toi tu fais, dans ce que tu es, dans ton histoire, mais moi je vais faire à ma façon. J'ai besoin d'être créative puis de trouver la meilleure manière pour moi, pour ma famille, pour mon bébé. Euh, Dites ce qui passe le mieux, hein, dans le fond, c'est de ménager un peu, de ne pas blesser la personne, puis en fait qu'elle vous fiche la paix dans les remarques qu'elles vous font constamment. Donc, moi, c'est ça. En résumé, je dirais, avec les inconnus, n'hésitez pas à mettre le haut là et puis à couper court, parce que de toute façon, ces gens-là, si vous vous en fichez, si c'est quelqu'un dans la rue ou à l'épicerie, vous n'avez pas du tout besoin de ménager. Au contraire, votre réaction, si elle est un petit peu forte, va probablement le faire réfléchir et dire ah, oups, moi, je disais ça pour votre bien. Ben oui, mais j'ai pas besoin des conseils non sollicités. Là, je vous remercie, mais je sais qu'est-ce qui est bon pour moi et pour mon bébé, tout simplement. Euh, donc, parfois, cette personne va réfléchir à votre réaction et peut-être justement éviter d'intervenir comme ça de manière un peu brutale. Ça semble difficile quand c'est le conjoint ou la conjointe qui critique l'allaitement ou la façon de materner. Oui, absolument. Et ça, souvent, je dirais aussi que ça vient avec... euh, je pense que ces parents-là, parfois, ont négligé l'exercice que je parlais tantôt, hein, l'espèce de prendre le temps de faire des listes un peu de nos valeurs, des choses qu'on veut. Parfois, c'est plus facile de faire des listes des choses qu'on veut pas. Mais des fois, quand on fait la liste de ce qu'on veut pas, ben là, on voit un peu mieux, on cerne mieux qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est important, hein, il y a le cercle de ce que fait votre partenaire, il y a le cercle de ce que vous faites, et il va y avoir plein de choses dans cette liste qui se rejoignent. Ben là, mes ronds sont pas très jolis, mais vous voyez ce que je veux dire quand deux surfaces se rejoignent et qu'il y a une surface commune. Ben je souhaite, j'espère qu'avec votre partenaire, vous avez une surface commune où il y a toutes sortes de belles valeurs là-dedans. Alors, il va falloir essayer pour l'allaitement, pour nourrir le bébé, pour en prendre soin, pour les choix importants hein, que vous allez faire pour cet enfant dans le reste de sa vie. Il va y avoir une large part de vos décisions éducatives qui vont se trouver dans cet espace commun. Mais il va y avoir des choses qui vous appartiennent à vous, la mère, et des choses qui appartiennent à lui, le père. Et ça va être important que les deux espaces de parents qui sont pas d'accord avec l'autre, avec les valeurs de l'autre ou avec qu'est-ce que, par exemple, pour vous, c'est super important telle chose, et puis pour votre conjoint, pas vraiment, ben, il va falloir qu'il y ait une part de compromis, et ça, c'est le travail de compromis dans un couple éducatif, que votre chum va dire, bon, ben ça, d'accord, pour toi, c'est important, bon, ben je te laisse cette part-là, ou je l'accepte, donc je contreviens pas, je contredis pas, là, là. Et mais vice-versa. Parce que je vous dirais que parfois, ce sont les mères les plus rigides sur certaines choses qui vont finalement, beaucoup d'hommes ont été éduqués à laisser aller, à laisser cette charge mentale, domestique, familiale, décision parentale, disons, à la femme, à la mère. Et concernant la nourriture, souvent au début, ils vont
vous laisser parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées sur la question puis ne se sentent pas forcément impliqués personnellement. Ils vont être là à votre demande pour vous aider. Et puis à un moment donné, quand ça ne fait plus leur affaire ou que quelqu'un d'autre les influence, ils vont venir vous dire: Ah, mais là, je pense que c'est trop, tu ne devrais pas dormir avec, ça va lui donner des mauvaises habitudes, ta. À ce moment-là, tout à coup, ah, ben là, c'est parce qu'on n'a pas fait notre travail de savoir c'était où la limite de. Moi, mon chum, il supportait l'allaitement. Il avait été éduqué d'une manière où pour lui, c'était la norme et tout ça. Mais d'une certaine façon, il me disait, ben si toi, tu es convaincu de ça, moi, je vais te suivre là-dedans. C'est toi qui décides à propos de l'allaitement. Moi, je peux pas te dire, fais ça de telle manière, puisque c'est pas moi qui me réveille pour lui donner le sein ou tout ça. On trouvait des manières pour donner un coup de main quand même, mais... Caroline a une question. Mais oui, en tout cas, pour finir de répondre à cette chose-là, que ça semble difficile quand c'est le conjoint ou la conjointe, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus touché et moins facile. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie de l'opportunité de l'aventure hein, de la famille. C'est-à-dire, on était un couple, on se rejoignait sur plein de choses, on partageait des goûts, des envies, on a même partagé le désir de fonder une famille ensemble. Alors, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des façons de s'entendre. Mais c'est important d'en parler. C'est vraiment important d'en parler. Puis encore une fois, dans le respect. Puis des fois, ça va arriver devant la situation. C'est-à-dire, là, vous êtes rendu à décider, bon, je sais pas. Hier, je parlais avec des parents de la phrénotomie. Le fait de couper un frein de langue à un bébé qui était vraiment limité dans sa façon de téter. La mère, elle a mal. Durant l'allaitement, c'est vraiment difficile. Il cherche des solutions, elle a envie de poursuivre l'allaitement. Mais là, au moment de penser à faire une chirurgie, une intervention chirurgicale, mais là, tout à coup, c'était comme wow! Et ils n'étaient pas d'accord. Les deux parents voyaient vraiment pas ça de la même façon. Donc là, j'ai expliqué, je voulais vraiment leur donner tous les éléments, comment ça se passe, c'est quoi les sortes d'interventions, il y a quoi à faire avant, après, les possibilités, les alternatives, ta. J'ai essayé de leur donner tout plein d'infos pour que... Puis là, penser à ça, c'est vraiment intense, etc. J'ai jamais pensé que mon bébé allait se faire opérer 2 semaines après sa naissance, ta. Puis là, j'ai dit, c'est sûr, c'est une chose difficile à décider. Alors, pesez le pour et le contre, dormez là-dessus, discutez-en. Puis, visiblement, il fallait qu'ils en discutent. Puis, ils avaient l'air étonnés l'un et l'autre de la réaction de l'autre. Donc, vous voyez que des fois, c'est quand la situation arrive qu'on doit prendre le temps d'avoir une discussion. Mais c'est important de le faire. Puis, vraiment, je vous suggère dans ce temps-là de prendre un papier, un crayon, divisez votre feuille en deux colonnes. OK, les pour, les contre, tel thème, tel sujet, tel objectif à poursuivre. Quels sont vos objectifs à tous les deux? Puis, trouver le terrain d'entente sur lequel vous allez être capable d'avancer. Ah, je m'excuse. Donc, vous voyez, euh, c'est ça, je trouve, qui va faire un enjeu. Caroline a une question. Mon bébé a 1 mois. Félicitations, Caroline. C'est encore une fenêtre, je sais, assez intense. 4 semaines. Je me tire du lait et je donne le sein. Les deux. Par contre, j'ai de la misère à allaiter sans tétrelle. À l'hôpital, ils m'ont offert la tétrelle pour faciliter la prise. Comment sevrer mon bébé de la tétrelle? Oui, alors ça, c'est pas facile, un bébé qui a la tétrelle. Je pense qu'on s'écarte un peu du sujet ici des conseils non sollicités, mais on peut s'en parler peut-être à part, Caroline. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. On ira sur Messenger tantôt s'échanger si vous voulez. C'est possible qu'un bébé se passe d'une tétrelle, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de secret. Il va falloir le remettre au sein. Alors, mais est-ce qu'on sait pourquoi le bébé tète mieux au biberon et à la tétrelle, mais pas au sein? Est-ce qu'il y a de la douleur ou non? Bon, on va se parler après, si vous voulez bien. Mais c'est ça, fait que c'est un peu ça. Bon, ben, j'ai un peu dépassé, hein, il est déjà, ça fait déjà 1h10 qu'on on est sur ce live. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, je vous invite vraiment à, si vous avez attrapé ce live ailleurs, autrement, plus tard sur votre fil d'actualité. Alors, je vous invite vraiment à écrire vos questions dans les commentaires. Je vais les avoir, je vais avoir des notifications plus tard, puis je peux vraiment répondre, même par écrit, ça va me faire plaisir. De toute façon, je vous encourage aussi à vous abonner, à me suivre hein, sur Facebook et aussi sur YouTube si vous voulez avoir régulièrement des vidéos du contenu à propos d'allaitement.
On parle de choses comme ça, hein, qui sont plus sociétales ou culture, mais on parle aussi du b.a.-ba, là. Enlever une tétrelle, vivre avec de la douleur au mamelon ou tirer du lait. Là, j'ai vraiment tous les sujets en capsule allaitement sur YouTube. Donc, vous allez sur la chaîne de Nathalie Allaitement. Et puis, vous dire aussi que ben, j'ai plein de choses pour les parents. Euh, Merci Aurélie qui dit qu'on ne voit pas l'heure passer. Oui, c'est ça, moi non plus. Quand je parle d'allaitement, vraiment, j'ai pas de limite. Mais je vous remercie d'avoir été là. C'est vraiment cool. Si vous êtes, quel que soit le stade de votre allaitement, j'ai un cours vidéo complètement gratuit pour les parents, les besoins du nouveau-né. J'ai d'autres cours aussi hein, qui parlent des relevailles pour les futurs parents, un cours de base sur l'allaitement. Puis carrément un super formation en ligne pour préparer votre projet d'allaitement. Il y a des cours aussi pour les soignants, donc vraiment pour avoir des outils de soutien en allaitement maternel. Et puis voilà, ben, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai d'autres questions? Merci pour les vidéos, Aurélie, ça me fait super plaisir. Je pense que vous êtes ma super fan numéro un. Je suis vraiment contente de vous accompagner dans vos allaitements, avoir du matériel là, pour vous outiller. Puis, en effet, là, c'est le temps des fêtes bientôt, que ce soit en vrai, en Zoom, peu importe. Laissez pas les gens vous dire quoi faire. Acceptez les conseils que vous avez sollicités, que vous avez voulu. Vous pouvez de temps en temps aussi pour les personnes sensibles, hein, les grands-mamans, les mamans, les gens qui ont envie d'intervenir, vous pouvez de temps en temps leur dire, justement, j'avais envie de te demander pour telle chose, comment tu faisais dans ton temps? Puis, sachant peut-être que c'est un sujet un peu sensible dans lequel cette personne a envie de vous dire quelque chose. Puis, si la réponse, justement, est pas vraiment à votre goût, vous dire, ah ben moi, je vois ça autrement. Ah ben je sais pas, je vais y réfléchir. Faut que j'aille lire là-dessus. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment on fait plus en 2020? Donc, des fois, amorcer une ouverture, ça va vous permettre de casser l'effet. Moi, je suis déjà arrivée dans un party de Noël avec la famille élargie, avec ma fille de 3 ans qui t'était encore. Et dès que tout le monde est arrivé, à embrasser tout le monde, etc., j'ai dit, bon là, j'espère que personne va me faire des remarques déplacées sur le fait que j'allaite encore ma fille, parce que l'année d'avant, à 2 ans, tout le monde me demandait quand est-ce que j'allais arrêter ça. Puis là, j'ai dit, je vous avertis, elle tète encore. Puis c'est bien, bien le fun. Fait que vous risquez de voir un sein ou une ou deux fois un sein sortir durant notre souper de Noël. Et puis, comme de fait, tout le monde a rigolé. Puis personne ne s'est permis de faire une remarque là-dessus. Donc, c'était drôle. J'ai pris les devants, puis je l'ai dit en arrivant haut et fort. Puis j'ai allaité. Je sais même pas si j'ai allaité ma fille durant le souper. Ben, à 3 ans, c'est pas comme si il t'était tout le temps n'importe quand, mais fait que vous voyez, des fois, il faut prendre ça à la blague, puis montrer aux gens que vous savez ce que vous faites. Vous le faites pas comme par hasard. Donc, bon courage tout le monde avec ça, avec les petites remarques, oui. Et puis, voilà. Mais je pense que j'avais une autre demande, mais là, je vois même pas ma page. Alors, oups. Mais alors, je vous dis bye. Merci d'être venu. Et il se passe plein de choses sur mon écran, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. 11 Lune nous dit, vous êtes là, je vois de l'autre côté du jour de l'an 2021, un prochain live. On va continuer à parler d'allaitement. Donc, merci beaucoup de me suivre et à la prochaine.